Salut, c'est Émeric et bienvenue dans cette vidéo très spéciale puisqu'il s'agit là d'un épisode qui est normalement réservé aux étudiants de mon cercle privé, aux étudiants de mes formations, qui s'appelle Conseil du Pro. Donc c'est le premier épisode justement qu'on fait Conseil du Pro, qui s'agit en fait de l'interview d'un expert dans un domaine spécifique. Et cette semaine, j'ai eu la chance d'interviewer Jérémy Coleman, qui est business coach et aussi expert en storytelling et en copywriting. Donc dans cette interview, Jérémy va nous expliquer qu'est-ce que le storytelling, le copywriting et le branding et pourquoi c'est crucial pour votre business en 2019. On va voir aussi comment s'y former, comment réussir tout simplement à faire un bon storytelling et quelles sont les choses à faire ou à ne pas faire en termes de storytelling, de copywriting ou même de branding. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez compris l'importance du storytelling et du branding pour votre société en 2019 et c'est pourquoi je vous recommande fortement de vous inscrire à la newsletter de Jérémy. Je vous ai mis le lien dans la description afin de vous former et de bénéficier de conseils hyper pertinents de la part d'un expert en storytelling depuis plus de 10 ans. Allez, je vous en ai dit assez comme ça. Tout de suite, place au premier épisode de Conseil du Pro qui est donc l'interview de Jérémy Coleman, expert en storytelling. A tout de suite. Bon, alors, avant de peut-être commencer ta diapo et Yes. d'entrer dans le sujet, peut-être te présenter, dire un Ouais, petit peu bien ton sûr. parcours, voilà, qui tu es, ce que tu as fait, etc. J'ai vu qu'il y avait Yes. quelques questions là-dessus, justement. Donc vas-y, je te laisse, parole à toi. Je m'appelle Jérémy Coleman. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis sur le web de manière générale depuis maintenant 10 ans. Je suis arrivé par la petite porte, par le blogging, d'abord dans le milieu de la séduction, du développement personnel et des choses comme ça. J'ai travaillé un peu là-dessus, notamment en écriture web, en community management, en choses comme ça. J'ai planté 3 sites internet qui ont été des échecs avant de lancer un blog qui m'a un peu fait connaître, qui s'appelait Be What You Wear, qui existe encore aujourd'hui, que j'ai revendu, qui était un blog de mode masculine que j'ai amené dans le top 6, top 8 français. À une époque où c'était un peu plus facile qu'aujourd'hui, il faut le dire. Mais bon, il y avait quand même, voilà, on faisait 40 000, 50 000 visites par mois au plus haut, donc c'est pas trop mal. Ouais, c'est bien. Suite à ça, j'ai fait beaucoup de stratégies digitales pour des clients en freelance, en agence. J'ai sous-traité pour des agences, j'ai bossé pour des grands groupes un peu en invisible sur des parties de leur stratégie digitale, leur branding, leur positionnement, leur message, leur contenu. Et au fur et à mesure, j'ai décidé d'accompagner des entrepreneurs, des indépendants, tout simplement parce que la relation client ne me convenait plus. J'en avais marre d'être le prestataire précaire sur qui on criait. Même si on te paye très très bien, ça reste la même chose. Et c'est comme ça que je suis arrivé aujourd'hui à ce que je fais, donc à coacher, parce que je fais du business coaching, ou peut-être même plutôt du mentorat, on va appeler ça. Ça reste plus ou moins la même chose. Pour des entrepreneurs, notamment des gens qui sont dans le service. Donc moi, ma spécialité, c'est les gens qui sont dans le consulting, des thérapeutes, des coachs aussi. Et je les accompagne en fait à trouver la meilleure stratégie pour eux, pour aligner qui ils sont vraiment à l'intérieur, ceux qui le veulent le plus, et mettre tout ça en place dans une stratégie pour avoir le maximum de résultats et exploser leurs revenus. Et ça, c'est l'objectif. Ma méthode ensuite, c'est justement des outils comme le branding et le storytelling et comment on les incorpore avant la phase de vente pour arriver à des clients qui arrivent déjà préconvaincus. Il n'y a pas à négocier au moment de la vente, il n'y a pas à vendre. En fait, on les a préconvaincus et quand ils arrivent, il n'y a plus qu'à répondre à leurs questions pour qu'ils achètent. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça, on peut l'appliquer du coup partout. Donc dans une boutique physique, dans un e-commerce, dans un business de service, peu importe. Ok. Voilà pour les grandes lignes. Tu vas nous apprendre tout ça alors. Exactement. On va parler de ça, gentil. Ok, d'accord. Bon, donc top pour la présentation. Merci Jérémy. Et du coup, je te laisse Yes. nous présenter un petit peu ce que tu as, Ouais. préparé, le contenu sur branding et storytelling, qui est un aspect, voilà, comme tu l'as souligné, crucial pour n'importe quel business. Hmm. Donc, vas-y. Donc effectivement, aujourd'hui, on va parler de branding et storytelling dans la phase de vente, c'est-à-dire comment ces outils peuvent aider à mieux convertir vos visiteurs, vos utilisateurs et les transformer en clients. Puisqu'on le sait quand même, on se fait chier toute l'année à driver du trafic le plus qualifié possible vers un point où on va essayer de capturer les gens. S'ils ne sont pas convaincus très rapidement, notamment sur du trafic un peu froid si vous ne faites pas du retargeting, on les repère très vite si on n'arrive pas à les ancrer dans un univers. C'est là que tout ça intervient. D'abord, je voudrais qu'on regarde très rapidement
ce qui s'est passé depuis 50 ans au niveau de nos comportements d'achat. Il y a 50 ans, on était sur un marché où il y avait des nouveaux produits qui arrivaient. Les gens ne les avaient pas. Et ils les voulaient absolument. C'était des produits extraordinaires qui arrivaient. C'était des télévisions en couleur, des machines à laver, des trucs comme ça. Et donc, en fait, il y avait beaucoup plus de demandes qu'il n'y avait d'offres. Concrètement, si tu voulais vendre un produit, il fallait lancer ton produit. Point. Ça a fait transition petit à petit. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est très différent. Il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Et surtout, la plupart des offres sont identiques au niveau de la qualité intrinsèque des produits. Les produits sont quasiment tous identiques à prix égal, plus ou moins. C'est tous les mêmes produits. Donc, la seule façon de se différencier à ce moment-là, ça va être à travers une identité de marque, un message, un univers et des choses comme ça. Et on en vient à quelque chose de très important maintenant, quand on lance un produit, notamment sur Internet, c'est la sophistication du marché. Qu'est-ce que c'est la sophistication du marché? Ça a été théorisé par un grand auteur de persuasion et de copywriting qui s'appelle Eugène Schwartz, qui a écrit le bouquin Breakthrough Advertising, que je déconseille vraiment si c'est votre première approche du copywriting et de la vente, parce que c'est vraiment pas le point d'entrée le plus facile. Et donc à ce moment-là, je vous conseille d'entrer plutôt avec des choses comme The Boron Letters, qui est plus buvable. Et donc bref, Eugène Schwartz nous dit qu'en fait, la façon dont on vend dans un marché et ce qu'on va raconter à nos clients potentiels dépend de la sophistication de ce marché. Et il donne des exemples très très simples, notamment la perte de poids, par exemple. C'est un exemple qui parle à tout le monde. En niveau 1 de sophistication, le marché n'a pas du tout été exposé à la publicité, n'a pas du tout été exposé aux produits. Si tu veux lui vendre quelque chose, il suffit de dire « achète ce produit pour perdre du poids ». Point. Les gens achètent. « Ouais, je veux perdre du poids, trop bien ». Ils sont de plus en plus exposés à ces publicités. Il va falloir passer au niveau 2 de sophistication de marché. Achète maintenant ce produit pour perdre 20 kilos. Il faut préciser. Les gens achètent. Niveau 3 de sophistication de marché. Achète maintenant cette méthode des Indiens d'Amérique du Sud pour perdre 20 kilos en 30 jours. Niveau 4 de sophistication de marché. J'ai croisé la méthode des Indiens d'Amérique du Sud avec une technique ancestrale de Russie pour perdre 20 kilos en 30 jours et 3 minutes si tu appliques cette méthode dès maintenant qui est en promo à 9,90 € pour 24 heures. Et je vous jure que ça marche comme ça. Jusqu'au moment où ces trucs-là, plus personne n'y croit. Tu arrives au niveau 5 de ta sophistication de marché et là, tu ne peux plus juste faire de belles promesses avec un joli produit pour que ça se vende. Il faut que tu arrives à une connaissance de ton marché, une connaissance de tes clients qui soit beaucoup plus avancée et qui soit beaucoup moins bullshit. Tu ne peux pas leur faire des promesses en l'air, ils n'y croient plus. Je pense qu'on est tous soumis actuellement à des publicités de marketeurs, de vendeurs de formation sur Internet, sinon on ne serait pas ici. Quand on voit arriver des pubs avec un mec qui sort de nulle part et qui fait je te vends ma méthode pour gagner 3 000 € en 30 jours », qui es-tu? Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi je t'écouterai? Comment tu sais que je veux gagner 30 000 € en 30 jours? Enfin, 3 000 € en 30 jours. Qu'est-ce que tu me racontes? Quelle est la preuve? J'ai pas confiance en toi. Pourquoi est-ce que je devrais te croire? Et c'est là que le copywriting, que le branding, que le storytelling interviennent. Avec une méthode qu'on va appeler le pré-framing. C'est-à-dire qu'on va amener les gens dans un tunnel et dans une histoire qui va les convaincre petit à petit, leur amener de l'émotion, leur amener un message, leur amener une histoire, leur amener des promesses, qui font qu'au moment où on va leur proposer cette vente, ils sont entre guillemets déjà amoureux de ce qu'on a à raconter. Et là, ils sont prêts à acheter. Parce qu'il faut quand même se souvenir d'une chose, c'est qu'on n'achète pas avec la raison. Jamais. On achète avec les émotions. À moins qu'on soit en train de crever de faim et qu'on doive faire ses courses pour savoir si on aura ça à bouffer pour nos gamins. Mais dans tous les autres achats, on achète avec de l'émotion. Si on achète un produit, c'est parce qu'on a vu sa valeur, qu'on s'est projeté avec ce produit, qu'on s'est imaginé l'utiliser, qu'on s'est imaginé que ça allait être cool, qu'on a ressenti des trucs, que ça nous a plu. C'est pour ça qu'on achète. Si on ne peut pas se projeter. Vas-y. On achète avec l'émotion et on justifie avec la raison. Exactement. Ça, parce que, etc. Vas-y, je te laisse continuer. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci, c'est exactement ça. Donc, si vous essayez de donner des arguments rationnels pour acheter votre produit,
À savoir que votre page de vente, par exemple, ressasse les caractéristiques techniques du produit, qu'il y a une photo où il y a écrit longueur, largeur, hauteur, il est en plastique, PVC 12%, je ne sais pas quoi. Personne n'achète sur ces caractéristiques-là. Personne. Ça ne nous intéresse pas. Ou alors, on a déjà fait toute la recherche en amont et on est en train de décider, on est déjà dans la phase finale d'achat. Mais quand on découvre, c'est pas ça qui fait qu'on a envie d'acheter. C'est l'émotion, c'est l'histoire, c'est le message. Et c'est là qu'interviennent ces choses-là. D'abord, le branding. Il faut une marque à identifier. Il faut une marque dans laquelle on puisse se reconnaître avec des valeurs. Tout de suite, on sait. Le storytelling, un message et raconter une histoire dans laquelle on peut être emmené, qui nous véhicule des émotions. Et à la fin, le copywriting. Explique-moi et projette-moi dans ce que ça va être d'avoir le produit. J'ai sauté mes étapes, moi, de mes slides. Donc, effectivement, quel impact sur tout ça sur vous en e-commerce? Il y a quelques années, il suffisait de mettre un bon produit devant la tête des gens et de l'acheter. Aujourd'hui, il faut les convaincre émotionnellement que ce produit est bon pour eux. Et donc, vous avez besoin, même si vous faites du drop, même si vous faites de l'e-commerce sur des petits produits, ou vous vendiez des gros produits, aujourd'hui, on raisonne de la même façon qu'on veuille vendre des cuillères en bois à 5 € que des Ferrari sur Internet. Il faut une marque à laquelle s'identifier. Il faut une histoire à raconter dans laquelle on puisse se projeter et qui va justifier la valeur, qui va communiquer la valeur. Et ensuite, il faut un copywriting qui permette de se projeter dans le produit. Je vais vous montrer maintenant des actions que vous pouvez utiliser tout de suite pour faire ça. Tout d'abord, donc, une marque forte et identifiable avec un message des valeurs pour être différent du voisin. Posez-vous cette question, c'est celle que je donne moi à mes clients en consulting. Qui je suis? Et vous devez être capable de dire en 2 ou 3 lignes quelle est votre marque, qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce que vous voulez dire aux gens, qu'est-ce que je raconte en une phrase. On va vers vous, quel est votre message? Le message, ça peut être apparenté au slogan, mais c'est un slogan un peu plus développé. On sait pourquoi on va chez Nike. On sait pourquoi on va chez Ferrari. On sait pourquoi on va chez Clio, chez Volkswagen, peu importe. Peu importe ce que vous vendez, on doit savoir pourquoi on vient chez vous. Quel est votre message? Qu'est-ce que vous prenez en fait comme valeur? À quoi vous opposez-vous? Qu'est-ce que vous avez à raconter? Ensuite, il faudra que ce soit très identifiable pourquoi on vient faire appel à vous. Quel est le problème que vous résolvez? Si vous ne résolvez aucun problème, et attention, on peut résoudre un problème sur un achat d'impulsion, hein, c'est pas un souci, mais si vous n'apportez rien, vous n'avez aucune raison d'exister. Donc vous pourrez faire quelques ventes sur un achat d'impulsion, effectivement, en faisant les ports avec de la publicité, votre marque n'est pas viable. Donc concrètement, sur 6 à 12 mois, vous êtes fini. Il faut que vous résolviez un problème. Vous êtes là pour résoudre quelque chose. Et ça peut être, ces personnes-là veulent acheter ce truc-là qui leur fait plaisir et elles ne le trouvent pas, donc je leur permets de le trouver. C'est possible, c'est une réponse. Ensuite, il faut tisser une relation avec votre audience d'acheteurs pour qu'ils tombent littéralement amoureux de votre marque. Alors moi, j'ai un truc là que je conseille toujours, et dans l'e-commerce, ça fait super peur, personne n'a envie de le faire. C'est de créer du contenu quotidien. Si vous avez une base de données de mail, une page Facebook, etc., écrivez-leur tous les jours pour leur parler de leurs problèmes, pour leur parler de ce qu'ils aiment. Je ne sais pas, moi, imaginons que vous vendiez des chaussettes. C'est un exemple que j'avais entendu d'un grand copywriter français. Tous les jours, vous pouvez raconter des histoires de chaussettes, des histoires de pieds, des histoires d'une nouvelle chaussette qui a été lancée. Et tous les jours, vous racontez une histoire autour du sujet de votre marque et de votre produit. Et une histoire qui doit être agréable, elle doit être fun, on doit avoir envie de la lire, on doit passer un bon moment en la lisant. Et ensuite, vous dérivez petit à petit sur votre sujet et vous finissez par embrayer sur un lien. Un call to action, vous voulez proposer une vente. Si vous faites ça tous les jours, déjà, vous avez de grandes chances sur 90 jours d'avoir au moins une de vos 90 histoires et un de vos 90 arguments qui va convaincre tout le monde. Donc déjà, vous avez beaucoup plus de chances de vendre. Mais en plus de ça, vous allez devenir une habitude dans la tête des personnes qui vous suivent, de vos acheteurs. Et donc, vous tissez une vraie relation avec eux. Moi, je fais du mailing quotidien où je parle de storytelling, de branding, de vente, d'augmenter ses revenus, d'avoir plus de clients. J'ai des personnes qui sont aujourd'hui devenues mes clients, d'autres qui ne le sont pas devenus, mais qui m'ont dit « tous les matins, je lis tes emails ». J'attends ton email tous les matins. Tous les matins, par exemple, j'en ai même une qui m'a dit « tous les matins, je lis Le Monde et je lis ton mail ».
La puissance du contenu quotidien, vous ne l'imaginez pas. Oui, vous allez avoir beaucoup de désinscriptions, beaucoup de gens que vous allez saouler, beaucoup de gens qui vont partir. Ils n'auraient pas été vos clients, on s'en fout qu'ils partent, au revoir. Vous voulez une audience de clients, vous ne voulez pas une audience de touristes. Ça ne sert à rien de payer une newsletter de 50 000 personnes si vous avez 1000 clients dedans. Autant garder une newsletter de 1000 clients. Ça vaut beaucoup moins cher à stocker. Surtout qu'on sait que ça monte vite quand tu commences à stocker beaucoup d'emails. Et puis, je rebondis là-dessus aussi. Vas-y, parce bien que sûr. ça, c'est quelque chose aussi, des fois, en tant que e-commerçant ou même businessman ou peu importe. En fait, on essaye de plaire à tout le monde. Ah On ouais. essaye de faire, de trouver le juste milieu, etc. Et au final, entre guillemets, t'es tiède, quoi. T'es fade, tu fais quelque chose qui est pas vraiment engageant. Donc, tu réponds pas vraiment à ton audience cible et tu réponds pas non plus à ton audience, on va dire, éloignée. Donc, tu es un petit peu au milieu de tout et tu n'as pas vraiment d'identité. Et puis ça perdure pas, quoi. Donc, c'était un autre marketeur aussi américain qui disait ça, que, en fait, pour justement se faire une audience vraiment des personnes un peu hardcore qui te suivent, qui boivent ton contenu, etc., qui vraiment sont à fond dans ce que tu dis, etc., dans tes conseils, vraiment des fans hardcore. Il faut trancher, il faut être tranchant, il faut prendre des partis, il faut pas avoir peur de dire par exemple moi je préfère le blanc au noir, des choses comme ça. Il faut pas hésiter. Justement, comme tu le disais un petit peu, à contacter les gens tous les jours, à leur raconter des histoires autour d'un sujet précis. Là, tu prenais l'exemple de la chaussette, c'est marrant quoi, comme exemple. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et aujourd'hui, c'est, je pense, l'une des grosses erreurs aussi de nombreux e-commerçants, c'est qu'au final, ils essayent de plaire à tout le monde et tu finis par plaire à personne, quoi, tout simplement. C'est exactement ça. Alors déjà, l'exemple parfait d'être tranchant et différenciant. Et attention, c'est pas d'être agressif, c'est juste d'être clivant. Voici mon message, je me tiens à ce truc-là, tout ce qui n'est pas dedans, en fait, je l'envoie chier. L'exemple parfait, c'est Donald Trump. Ça doit être un des mecs les plus clivants de la Terre. Mais quel est le résultat? Il n'y a personne qui se dit « Ouais, Donald Trump, ouais, non, j'ai pas trop d'avis sur lui. » Non. Soit tu l'aimes et tu serais prêt à trancher les veines pour lui, tu vendrais ta mère. Soit tu le hais, tu as envie de lui mettre une balle dans la tête toi-même. Il n'y a pas entre les deux. Mais le résultat, c'est hardcore fans, ils peuvent le suivre au bout du monde. Ils tueraient pour lui. Si tu arrives à créer ce niveau d'engagement avec une marque, tu as gagné. C'est la théorie des 1000 vrais fans. Si tu as 1000 vrais clients qui achètent tout ce que tu fais, tu peux arrêter de bosser. Exact. Non, de toute façon, c'est ça. C'est aujourd'hui, et la plupart des business aussi, et on le voit d'ailleurs avec la montée, par exemple, les influenceurs, pourquoi ça marche? Parce qu'ils ont une audience, c'est ça, quoi. Donc aujourd'hui, tu avais même justement une experte en influence marketing qui disait, en fait, avant de lancer des produits, elle crée d'abord l'audience, elle crée la communauté. Donc, en fait, si tu veux, elle façonne son audience et les besoins de son audience. Et une fois qu'elle a ça, elle lance le produit. Et c'est hyper smart quoi, comme concept. Parce que du coup, Vas-y. non, parce que du coup, voilà, tu as quasiment zéro risque, quoi. Tu te lances, tu sais déjà, tu connais ton audience, c'est toi qui les as façonnés, tu sais ce qu'ils attendent, tu sais ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Donc après, peu importe ce que tu leur proposes, en général, ils vont acheter, quoi. Donc c'est une audience Je suis plus partagé là-dessus. Je suis plus partagé. Pourquoi? Pour deux raisons. Déjà, une audience de touristes et une audience de clients, c'est pas la même chose. Donc, c'est-à-dire avoir plein de gens qui te suivent quand tu fais du gratuit, c'est entre guillemets facile, ça prend du temps, mais c'est facile. Quand il s'agit de payer, c'est pas la même chose. En plus de ça, les sondages sont souvent biaisés par rapport à ça. Tout le monde trouve tout ce que tu fais génial jusqu'au moment où il faut le payer. Ouais, Par expérience. Je préfère construire une audience très 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 doucement de clients plutôt qu'avoir une audience extraordinaire de 100 000 personnes, mais avoir 100 personnes qui achètent dedans. C'est plus facile de gérer une audience de 100 personnes dont 100 clients que 100 000 personnes dont 100 clients. Je suis d'accord avec toi. En fait, ce qu'elle faisait, bon, je ne l'ai pas précisé, mais c'est toujours en fait dans des domaines très spécialisés. Donc, c'est justement, elle va monter une audience, par exemple, dans, je sais pas, tu vois, des niches. C'était par exemple du yoga ou un certain type de yoga ou tu vois, des choses comme ça. Donc, du coup, c'est des audiences qui sont assez spécialisées.
Et c'est plus des audiences qualifiées. Tu ne tapes pas dans le mass market, dans voilà, une audience super générique, comme avec l'influenceur un peu lambda qu'on trouve sur Instagram ou des choses comme ça, quoi. Ouais. La spécialisation, c'est l'avenir là-dessus. Oui, il faut être sur des marchés porteurs, mais la spécialisation, c'est l'avenir. Pourquoi? Déjà, tu préfères être le spécialiste mondial de la chaussette d'hiver avec un renne dessus, que tu vas pouvoir vendre 90 € ta putain de chaussettes, au lieu d'être un mec lambda qui vend tout plein de chaussettes à 5 €. Déjà. C'est plus facile de vendre cher parce que tu es le spécialiste et que tu es le meilleur, et de ne pas chercher le volume, et de chercher les marges par contre, plutôt que d'essayer de faire du volume sur des produits lambda où lequel de tes voisins peut te remplacer demain. Et un exemple, on m'a parlé il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui est la spécialiste, je crois française ou européenne au moins, de comment s'occuper de ses cheveux crépus pour les populations d'ethnie africaine. Truc, tu te dis, ouais, ok, chelou quoi. Mais c'est la spécialiste, c'est la meilleure. C'est elle qui est la référence là-dessus. Ces formations se vendent 3 500 €. Voilà. Est-ce que tu penses que le coiffeur du coin, qui est spécialisé dans tous les cheveux, qui connaît un peu tous les cheveux, qui peut couper tous les cheveux, il peut prétendre à ce genre de prix-là? Non, Si tu es le meilleur, tu peux appliquer le prix du meilleur. Et ça, c'est quand même extraordinairement gratifiant et ça facilite la vie. Puisque si tu veux faire 1 000 €, c'est quand même beaucoup plus facile de trouver un client à 1 000 € que de trouver 100 clients à 10 €. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord et je te rejoins totalement là-dessus. Pour moi, la spécialisation aussi, c'est l'avenir. Ouais. Gabi demande, là, les sites monoproduits ne rentrent pas dans cette stratégie. On répondra à toutes les questions après, mais pour rebondir rapidement sur cette question, enfin, en général, dans le dropshipping ou dans le e-commerce, ce qu'on voit, c'est que les mecs qui créent des boutiques monoproduits pour surfer sur un phénomène de mode ou une tendance ou quelque chose comme ça. Donc, le storytelling ou le copywriting, ça va être important en termes de phrases d'accroche, sortir, tu vois, du bruit qu'il y a sur Facebook, sortir de la masse. Après, pour créer une image de marque ou des choses comme ça autour d'une boutique monoproduit, c'est possible aussi, hein, avec certains sites on produit, à vraiment un avantage, à vraiment quelque chose de différent. Par contre, si es sur des produits un petit peu comme on voit en dropshipping, ces produits tendance, produits un peu éphémères, là c'est c'est de l'éphémère quoi. C'est du prends, tu fais une boutique 6 mois, ça marche pendant un moment et puis après une fois que ça marche plus, tu jettes et puis tu refais. Et c'est la technique de la terre brûlée quoi. C'est un problème de positionnement en fait. Alors déjà, qu'est-ce qu'ils appellent site monoproduit? C'est avec un seul produit ou avec un seul genre de produit? C'est un seul produit qui peut être parfois décliné en plusieurs couleurs, mais c'est en effet un seul produit, quoi. Déjà, si tu n'as qu'un seul produit, tu n'es pas un spécialiste d'une niche, tu es juste un spécialiste d'un produit. Voilà. Mais c'est un problème de positionnement avant tout. Soit tu es un énième mec qui a trouvé un produit un peu tendance, un peu stylé et qui le vend, soit tu te positionnes et tu t'annonces comme le spécialiste de ce type de produit. Il y a quand même une différence entre avoir un seul produit, un collier pour chat rose et bleu et orange, ou être le spécialiste du collier pour chat en cuir, chat persan, machin truc, et être le meilleur là-dedans et avoir tout un branding autour de ça, une histoire autour de ça, des contenus autour de ça, des vidéos autour de ça, et pouvoir vendre ton putain de produit 100 € alors que normalement il serait vendu 5 €. Yes. Je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est le concept un peu aussi d'hyper spécialisation ou d'hyper. Et ça, de toute façon, tu le vois de façon de la manière dans laquelle les marchés, les tendances, ça évolue. Tu vois que par exemple aux États-Unis, dans le e-commerce, je crois que tu as plus de 65% des acheteurs en ligne. Quand ils veulent acheter quelque chose, maintenant, ils font quoi? Amazon. Voilà. Amazon. Ils vont même plus Google ou quoi que ce soit, ils vont Amazon. Donc, à un moment donné, soit certes, tu rejoins toute la farandole de vendeurs et puis tu te mets à vendre sur Amazon, etc. Et puis, ça peut marcher aussi, c'est une stratégie. Soit tu veux créer ta marque et te développer un peu différemment. Et dans ce cas-là, tu te hyper spécialises quoi, au final et tu te différencies complètement de tes concurrents. Tu as quelque chose d'unique. Et là, tu as ton propre site, etc. Et tu n'as pas besoin d'Amazon, entre guillemets, pour vendre. Les gens, ils vont te connaître, ils vont venir directement sur ton site. C'est ça, c'est créer une marque. Et c'est là que justement, se souvenir que storytelling et vente sont deux choses différentes, mais qui interviennent conjointement. Tu racontes une histoire qui amène jusqu'à ta vente. Tu crées une marque, tu crées une relation.
Pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui ils vont chez une marque pour acheter des vêtements quand on n'est pas en entrée de gamme et où tout est interchangeable? Parce qu'ils ont un attachement à cette marque, ils ont un attachement à son histoire, ils ont un attachement à ses produits, ils aiment les gens qui l'ont construit. Et ça en vient à l'exemple suivant, Bonne Gueule. Alors pour ceux qui connaissent très bien, pour ceux qui ne connaissent pas, Bonne Gueule en 2010-2011, c'était un blog qui lançait des infoproduits. Aujourd'hui, c'est une marque de vêtements nationale qui fait plusieurs millions de chiffres d'affaires et qui a 30 personnes. Avant tout, c'était un média. Donc, ils ont créé une image de marque, un média, une communauté. Et ils ont commencé à lancer les meilleurs produits possibles pour cette communauté. Et aujourd'hui, c'est une marque. Je les ai pris eux comme exemple. Allez sur leur site, allez sur leur e-shop et allez sur les pages de produits. Il faut savoir que chaque page de produit est une véritable page de vente sous forme d'article qui doit faire 2000 ou 3000 mots avec des photos, avec des vidéos, avec des explications techniques, avec des mises en situation, etc. On ne peut pas sortir de cette page avec la moindre question. C'est pas possible. Ils répondent à tout. Je sais ce que c'est, je sais comment c'est fait, je sais pourquoi c'est génial, je sais quelle gueule je vais avoir avec à peu de choses près puisqu'ils ont mis des photos de gens qui avaient des physiques différents. Je sais comment c'est expédié, je sais en combien de temps je l'aurai, je sais est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, je sais tout. Leurs pages de vente sont extraordinaires pour de l'e-commerce. Il y a très peu de gens aujourd'hui dans l'e-commerce qui sont capables de faire ça. Donc c'est vraiment un exemple, allez voir. D'accord. Et ça, c'est marrant parce que tu vois, souvent aussi, on parle de, enfin, surtout en e-commerce, des fois, trop d'informations tue l'information. Donc, tu vois, il faut, parce que tu sais, les gens aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on dit souvent, ils ont un temps de concentration très court. Moi, je suis pas tout à fait d'accord aussi avec ça parce que justement, ça, c'est souvent des grandes marques qui disent ça, qui ont fait des études auprès de l'IFOP ou de je sais pas quel institut, qui essayent de toucher le marché de masse et puis qui forcément, bah, faut que leur message soit très court, très impactant pour toucher le maximum de personnes. Or, quand tu es spécialisé, justement, tu peux te permettre d'avoir un message plus long, de, entre guillemets, demander de la part de ton audience, de tes clients, plus d'attention, parce que justement, tu leur proposes quelque chose de vraiment, on va dire, spécialisé, de vraiment unique, qui répond à leurs besoins, quoi, tout simplement, Ouais. qui répond à ce qu'ils recherchent. Donc, c'est marrant, tu vois, que tu prennes cet exemple-là, parce que c'est vrai que souvent, on entend dire, ouais, il faut vraiment, voilà, pas plus de 300 mots sur une fiche produit, pas plus de 5 bullet points dans la description, tu vois, ou des choses comme ça. Et Bonne Gueule, ouais, bah, tu vois, ça, je connaissais pas, c'est un bon exemple. En fait, sur une page de vente, il faut que sur le premier bandeau en haut, avant le fil d'Ariane, avant la ligne de flottaison, on puisse immédiatement acheter le produit si on le veut. Mais il faut aussi qu'en dessous, on ait toutes les informations nécessaires si on veut en savoir plus. 300 mots, déjà, tu tues ton référencement Google. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si tu veux un peu jouer sur le référencement, en dessous de 800 à 1000 mots, de toute façon, tu références que dalle. Google ne tient plus compte de ce que tu racontes. Pour les bullet points, encore une fois, si tu es spécialisé, tu t'adresses à une audience de spécialistes, de passionnés, de gens qui sont vraiment amoureux de ce que tu fais. Ils ont envie d'en lire toujours plus, ils veulent en savoir toujours plus. Et tu peux faire du contenu toujours plus long. Si tu t'adresses au grand public, genre, j'ai vu un produit, je veux acheter le produit, j'achète le produit, une semaine après, je m'en fous du produit. Oui, non, bien sûr, dans ce cas-là, 300 mots, 5 bullet points, c'est cohérent. Tu vends pas la même chose. D'un côté, tu fais de l'achat spontané, un peu coup de cœur, avec des gens qui vont jeter ton produit au bout d'une semaine. De l'autre côté, tu crées une relation avec des passionnés et tu leur vends un produit qui a été pensé pour eux et qui a été fait pour eux et tu crées une marque. C'est pas la même chose. Mais c'est ça aujourd'hui un peu je dirais, enfin, entre guillemets, le problème de nombreux e-commerçants, dropshippers ou peu importe, même je pense des personnes qui font du contenu, etc., ou qui vendent des services, c'est que on leur dit en fait toujours, voilà, pour vendre, il faut faire telle méthode, il faut pas trop en dire, il faut pas trop d'informations, etc. Et donc tout le monde essaye plus ou moins de vendre des produits différents avec la même méthode, de pas être, sans parler d'être original ou unique, tu vois, mais voilà, de donner vraiment des informations qui sont pertinentes à un marché de passionnés ou de choses comme ça. Donc, personne vraiment en fait se spécialise où ça reste vraiment en surface, tu vois. On va pas en profondeur, quoi. Et ça, les gens qui sont passionnés, qui connaissent les produits, qui connaissent la niche, ils le sentent, ils le savent parce que de toute façon, c'est les experts ou des amateurs dans le milieu, ils sont à même de le déceler, quoi. Et du coup, ça va plus les faire fuir qu'autre chose, quoi. Et encore une fois, on en revient à ce principe-là, vouloir plaire à tout le monde. Tu plais à personne, quoi. Plus ou moins, pour moi, c'est vraiment quelque Et chose de révélateur.
Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui un produit d'entrée de gamme pas cher avec des marges dégueulasses d'un produit d'un produit plus haut de gamme cher? C'est la spécialisation. Les mecs qui font les meilleurs jeans, par exemple, sur la planète, c'est souvent les Japonais. Les machins peuvent aller jusqu'à entre 600 et 1000 euros le jean. Je connais bien. Les mecs, ils ont teinté leur coton avec de l'indigo, qui a une teinture naturelle. C'est à peu près 3 heures où ils passent les fibres dans un bain d'indigo très très doucement parce que sinon l'indigo attaque la fibre de coton. Ensuite, c'est tissé d'une certaine manière, souvent dans des vieilles machines à moitié à la main, etc. Ils ont une spécialisation, ils ont un amour du produit, ils peuvent t'en parler pendant 10 heures d'affilée. C'est pour ça que leur jean vaut 1000 euros. À côté de ça, tu peux acheter un jean à 15 euros chez Célio. Ça dépend de ce que tu veux vendre, ça dépend de ce que tu veux créer, ça dépend de ce que tu cherches comme technique. Je ne suis pas fan de faire du volume avec de faibles marges. Pourquoi? Parce que demain, il y aura toujours un mec qui fera plus de volume que toi. Demain, il y aura toujours un mec qui aura une stratégie où il aura des marges plus faibles que toi, il va te tuer dans l'œuf, etc., etc. Si tu es le spécialiste, tu ne peux pas être concurrencé. Je suis totalement d'accord avec toi. Et ça, de toute façon, c'est en train d'évoluer de manière générale. De toute façon, tu vois tous les marchés. Moi, je le vois ici, par exemple, à Hong Kong, les restos, par exemple, tu as 4-5 groupes de restos qui dominent tout. Ouais. Et qui absorbe tous les petits et qui, enfin, tu vois, même quand tu as un petit resto, bah, tu te fais, comme tu l'as dit, tu es dans l'œuf parce que bah, tu as ton concurrent en face. De toute façon, ils achètent du vin, la viande, toutes les matières premières, etc. En gros, donc bah, ils peuvent te tuer sur les prix. Donc, ils font la même bouffe que toi ou même des fois, parfois, enfin, meilleure avec, on va dire, des prix moins chers. Donc, bah, forcément, tu vois, et c'est dur de concurrencer ces marques-là, quoi. Et pareil pour Pardon? C'est aussi une stratégie de pénétration de marché. Si tu as ouais, les reins pour totalement. tenir, tu viens casser les prix, tu attends qu'il n'y ait plus aucun concurrent et ensuite tu réaugmentes le prix. Bien sûr. Et ça, bah, ça les Chinois, pour ça, sont très forts. Et justement, tu as beaucoup de suspicions, entre guillemets, comme quoi bah, ils financent certaines entreprises. Le gouvernement chinois finance certaines entreprises pour justement tuer les marchés européens, américains, etc. Vendre limite à perte, ils font du dumping, quoi, concrètement, pour récupérer toutes les parts de marché. Et une fois qu'ils les ont, bah, après, ils vont réaugmenter leur prix, quoi. Et quelque part, c'est très intelligent de leur part. Et ça, c'est quelque chose que nous, on n'est pas capable de faire parce qu'on est trop dans cette démarche un peu, je sais pas, je dirais même pas d'honnêteté, mais c'est, je pourrais même pas te l'expliquer. Mais voilà, on est dans une démarche où au final, on n'est pas compétitif, on n'est pas concurrentiel, on fait rien pour aussi favoriser les entreprises locales, les entreprises françaises, européennes, etc. C'est pour ça qu'aussi bah, beaucoup de monde se casse à l'étranger, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de boîtes qui réussissent. Après, ils s'étonnent pourquoi bah, telle ou telle société va créer son siège social en Suisse, au Caïman, ou voilà, dans des… C'est normal. Tout ça, en fait, c'est causé bah, par aussi les lois, les régulations, etc. En Donc, France, quand tu gagnes de l'argent, on te tape. À l'étranger, ouais. on te déroule le tapis rouge. C'est Voilà. un autre débat, on ne va pas rentrer là-dedans. On peut dire Voilà, longtemps, c'est ce que j'allais dire. On ne va pas rentrer là-dedans, c'est un autre débat, mais au final, je suis totalement, enfin, moi, je suis totalement partisan de ça. Je pense qu'aujourd'hui, concrètement, en dropshipping ou e-commerce, tu peux faire encore des coûts sur voilà, des produits de tendance, des produits à la mode, Oui. etc. C'est encore possible, Bien sûr. mais que très vite, ça va voilà, ça va être de plus en plus compliqué parce que bah, tu as des acteurs comme Wish, comme AliExpress, Alibaba, etc., qui se développent, qui vont commencer à récupérer tout ça parce que bah, ces boîtes-là, elles sont pas connes, ils savent que voilà, il y a un marché à récupérer là-dessus et que bah, pour survivre sur faire des coûts, c'est bien, là, tu crées un petit capital, etc. Et puis, une fois que tu as ce capital, garde-le bien, investis-le dans une marque, investis-le dans de la pierre ou dans ce que tu veux à la bourse, si tu es bon en bourse, etc. Mais ne continue pas à faire du dropshipping, à continuer à faire des, entre guillemets, ce que tout le monde fait, quoi. Et aujourd'hui, je vois énormément d'e-commerçants de dropshippers. C'est un peu le problème qu'ils ont, c'est qu'ils restent dans ce petit cocon de faire du dropshipping parce que c'est facile. Parce que tu prends pas de risque, quoi, au final. Créer un stock ou créer leur propre marque. Et aujourd'hui, créer une marque, tu n'as pas besoin comme avant, tu vois, ou quand tu contactais des usines, les mecs ils disent ouais, tu veux créer ta marque, bah, c'est minimum 1000 pièces donc, pour produire ta marque. Donc voilà, et il faut qu'on crée le moule, etc. Donc le moule, ça va te coûter 25 000 $.
Donc, en gros, tu avais un investissement de 100, 150 000 $. Ouais. Forcément, tu as des barrières à l'entrée qui sont plus importantes. Là, aujourd'hui, tu as justement les entreprises aussi, des usines qui spécialisent sur plein de domaines. Et en fait, on le voit par exemple avec le print on demand, le POD, c'est possible aujourd'hui de créer ta petite marque en partant avec peut-être un stock de 5, de 10, de 20 produits. Et puis, une fois que tu as validé ton concept, que ça commence à se vendre, là, tu vas frapper à la porte des grosses usines et puis tu vas leur demander, OK, bon, là, voilà, moi, j'ai des prévisions de vente de temps. Est-ce que vous pouvez me fournir un stock de, je sais pas, 500 t-shirts, j'aime la pêche, tu vois, voilà, des trucs comme ça. Mmh. Donc, je te rejoins tout à fait. Et moi, c'est pour ça que je parle souvent de spécialisation, de niche, de stratégie, etc. sur ma chaîne. Parce que, enfin, le dropshipping basique pur et dur, pour moi, c'est quelque chose, c'est un phénomène de mode et c'est quelque chose qui va disparaître dans les mois, dans les années à venir. Ouais, complètement. Je suis Il complètement faut mieux anticiper et être l'un des premiers à se spécialiser plutôt que de se rendre compte et de se réveiller un beau matin en se disant merde, je suis parti dans la mauvaise direction. complètement. Donc, je te laisse continuer. Il n'y a pas de souci. C'était une parenthèse très intéressante. Finir par un truc très très simple en fait. Pour vendre, soyez clairs et pas originaux. Ça vaut pour les titres, ça vaut pour vos publicités, ça vaut pour tout. Et un exemple, c'est même pas moi qui l'ai inventé, c'est quelqu'un qui me l'a raconté il y a pas longtemps, j'ai trouvé génial. Si demain tu veux vendre un bébé chat, est-ce que tu dis vends animal petit, tout doux, qui n'est pas un chien et qui n'aboie pas, ou est-ce que tu mets juste chat à vendre? Voilà, c'est tout. Ça sert à rien d'essayer de faire compliqué, ça sert à rien d'essayer de faire original. Un bon titre, une bonne accroche, une bonne publicité, un bon titre de page sur ton site, c'est un truc simple et clair qui répond à la question. La question, c'est qu'est-ce que c'est et est-ce que je le veux? Point barre. Ça sert à rien d'essayer d'inventer des trucs. On n'est pas des créatifs publicitaires parisiens dans une grande tour pour Orangina. On s'en fout. On est là pour parler à des gens normaux qui veulent un produit normal et on veut répondre à leurs questions. Point. Au final, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de tout remettre en question sans arrêt. Au bout d'un moment, je ne cherche pas à réinventer la roue. Si tout le monde fait ça aussi quelque part, c'est que ça marche. Fais-le un petit peu différemment. À la limite, tu peux rajouter une petite touche ta petite touche perso ou quelque chose adapté à ton audience, au ton, à leur style, etc. Mais ça ne sert à rien de vouloir être, comme tu le dis, original et de réinventer la roue. Et ça, c'est beaucoup de gens, mine de rien, qui se cassent la figure là-dessus. Complètement. Donc voilà, bon. En termes de questions, alors est-ce que vous avez des questions pour ceux qui sont connectés, qui sont ici? Je vais regarder. Alors je crois que j'avais quelques questions sur… On va arrêter le partage, il y a moins besoin. Yes. Non, mais les questions qui ont été… supprimer. Donc, bon, moi j'ai quelques questions pour toi, puis de toute façon, ça va amener à la discussion et il y aura peut-être certains des oui, comme je le disais avant en off, même s'il y a des questions après de personnes qui regardent ça en replay, qu'ils les posent dans les commentaires, qu'ils me taguent, et puis j'y répondrai moi avec plaisir. Harceler Jérémy, vous avez entendu, il vous a donné l'autorisation. Donc moi, c'était un petit peu savoir comment toi, est-ce que tu fais pour rester à jour dans justement tout ce qui est technique de storytelling, de copywriting? Où est-ce que tu vas chercher ces informations-là? Parce qu'on en parlait ensemble il y a quelques jours, le marketing à l'américaine, etc., c'est bien. On sait qu'ils sont très forts là-dessus, on sait qu'ils sont novateurs, ce sont les meilleurs dans le monde sur tout ce qui est marketing et vente. Mais c'est quand même pas souvent très adapté au marché francophone. C'est un petit peu trop, c'est à l'américaine, quoi. C'est le show, c'est très cheesy, c'est très surfait. Donc, comment justement tu fais pour te former continuellement au copywriting, au storytelling, parce que c'est des choses qui, j'imagine aussi, évoluent énormément. Donc, où tu vas chercher ces informations sans donner non plus, Je peux le donner, je m'en fous. Hein. Si tu veux, si les gens viennent me voir, c'est pas parce que j'ai des réponses qu'ils peuvent pas trouver. C'est parce que je les ai déjà toutes, je les ai triées, je les ai analysées, je les ai condensées et j'y ai passé beaucoup de temps. Ce que moi, j'enseigne aujourd'hui à mes clients en coaching, je le dis toujours, ils peuvent le faire tout seuls. C'est juste vachement plus long. Ouais, non, mais c'est sûr.
Alors, pour répondre à ta question, bah, écoute, étonnamment, non, je ne vais pas chercher ce qui est nouveau. Jamais. J'en ai rien à secouer, puisque ce qui est nouveau, en général, répond à une tendance. Moi, en copywriting, en storytelling, dans toutes ces notions-là, je vais regarder ce qui se faisait il y a 50 à 100 ans, quand le marketing était encore beaucoup plus direct. Quand c'était, on met une pub dans un journal papier ou sur un panneau dans la rue, et on savait très très vite, parce que les gens envoyaient des coupons ou des lettres pour commander, etc. Moi, je me forme chez les vieux. Je me forme chez les marketeurs de la première heure qui faisaient du marketing par courrier, qui faisaient du marketing à la radio il y a 30 ans de ça, des choses comme ça. Et je me forme quasiment que aux États-Unis. Il y a un mec que je suis aujourd'hui en France sur les notions de copywriting et de persuasion, c'est Grégory Lagrange du site Lifestylers, que je vous recommande vivement, et qui est spécialisé dans le copywriting et la persuasion, voilà, en France. D'accord. Plus spécialisé infoproduit que e-commerce, encore qu'il a lancé une formation aussi, je crois. Mais c'est le seul en France que je lis là-dessus. Sinon, que je suis aux États-Unis, il y en a beaucoup. Mais concrètement, ce que je fais, c'est que j'essaie vraiment de retrouver les vieux de la vieille du marketing direct, du copywriting. Et pour le reste, je me forme pas vraiment chez des formateurs. J'essaye de regarder les grandes marques de l'histoire et les grandes tendances historiques et j'essaye de les décomposer, de faire ce qu'on appelle du rétro-engineering. Je regarde ce qui a été fait, je me dis, OK, comment ça a été fait? Pourquoi ça a été fait? Quelle cible y visait? Quel est l'objectif de cette campagne de communication? Qu'est-ce que je peux retirer de tout ça? Et donc, je m'intéresse plus aux grandes campagnes qui ont marqué l'histoire du marketing, de la publicité, du storytelling, etc., qu'à des nouvelles choses. Ensuite, j'essaie de comprendre aussi comment le marché fonctionne aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, le branding d'une marque a presque moins de sens que le personal branding d'une personne, parce qu'on a envie de s'attacher à une personne plutôt qu'à une marque, parce que c'est beaucoup plus facile de différencier comme ça. Mais ça, pareil, je regarde ce qui se passe ces dernières années, je regarde l'évolution, j'essaie de voir vraiment au niveau macro ce qui s'est passé, j'essaie de le comprendre. J'essaie d'avoir un regard le plus neutre possible sur les différents mouvements, sur les tendances, et de comprendre ce qui est en train de changer. Je ne suis pas une personne aveuglément. Après, bien entendu, j'ai lu tous les gros américains, donc je suis un petit peu Gary Vaynerchuk, je suis des mecs comme Jay Abraham, comme Tony Robbins, alors plus spécialisé, il y a Ben Settle, Gary Albert, Collier, Eugene Schwartz, enfin tous les vieux du marketing, peu importe. Un des plus vieux copywriters, c'était Ben Ciavaga, je crois, un truc comme ça, enfin il y en a plein. Et souvent, même ces nouveaux marketeurs, entre guillemets, ils prennent du vieux pour le recycler et le mettre à jour. Complètement. C'est ça, quoi. Et aujourd'hui, les concepts de marketing ou de business, on va dire les principes fondamentaux, ils sont là, ils ont déjà été je veux dire, testés, prouvés. Ça montre que voilà, on sait que ça marche. Aujourd'hui, c'est juste comment les utiliser à l'heure actuelle, quoi. Enfin, pour moi, il y a un exemple. Alors, c'est pas vraiment c'est pas du business ou du marketing, mais tu vois, par exemple, le livre de Sun Tzu, qui est un général chinois, je sais pas, 3 siècles avant Jésus-Christ. Ouais, l'art de la guerre. Voilà, l'art de la guerre. Et ce livre, en fait, il peut s'appliquer à plein de choses, au business, aux relations, à la négociation, à plein de choses, quoi. Et après, c'est juste, en fait, comment prendre ces concepts et les adapter à l'heure actuelle, à des nouveaux médias, des nouveaux moyens de communication, des choses comme ça. Il faut se rendre compte qu'on a tout inventé au niveau de la publicité, du marketing et de la vente dans les années 1800. Enfin, tous les grands concepts ont été théorisés et posés dans les années 1870 à 1930-40 à peu près. Depuis, on n'a rien inventé. C'est juste qu'on a réadapté aux outils modernes. Avant, il fallait envoyer des courriers aux gens. C'était super galère. Aujourd'hui, les gens, ils nous donnent leur email. On a juste à faire un clic, on leur envoie un truc. Et on peut le faire tous les jours. Et ça prend 3 minutes. Et ça coûte 0 ou pas grand-chose. C'est extraordinaire. Si aujourd'hui, on revient aux fondamentaux de la persuasion, du marketing, de la communication, du storytelling, du personal branding, et qu'on l'applique aux nouveaux outils du web, et qu'on mélange un peu tout ça, ça donne quelque chose d'extraordinaire. Je suis d'accord avec toi. Il y a une question, alors c'était Gabi qui demandait, est-ce qu'il y a parce qu'il n'arrive pas trop à cerner le storytelling, il dit qu'on reste trop théorique, qu'est-ce que
du storytelling concrètement? Est-ce que tu as des exemples à donner, voilà, de bons storytelling ou même de mauvais storytelling? Je sais pas, mais si tu as des… Le storytelling, c'est l'art de raconter une histoire qui amène à une conclusion, une émotion, une action. Dans le cadre du e-commerce, par exemple, ce serait d'avoir une identité de marque très très forte, mais tout de suite une histoire. D'où vient ta marque? Quel est son cheminement? Quelles sont les valeurs qu'elle transmet? Est-ce que tu étais un jour assis sous un pommier et tu as vu cette pomme tomber et ça t'a fait penser qu'il faudrait un meilleur éplucheur à pommes? C'est raconter une histoire qui donne une raison de ton existence et qui donne envie aux gens de se connecter à toi, à ce que tu fais et de pouvoir te rejoindre dans cet univers de marque. C'est ça pour moi le storytelling. Et tu peux l'utiliser en fait en produisant du contenu. C'est la meilleure façon de le faire aujourd'hui avec Internet. C'est que tous les jours, tu vas raconter une histoire qui amène une petite réflexion agréable et tu vas l'amener tout doucement cette histoire vers une conclusion qui est ton produit, ton service, ta marque ou ce que tu as envie de dire, ton message. Et tu peux tous les jours raconter une histoire comme ça. Et c'est un bon moyen d'utiliser le storytelling. Yes. Bon, oui, il y a un exemple de storytelling pour raconter un peu sa vie, quoi. Ouais, ça peut être, on peut dire vulgariser, ça peut être ça. Mais si tu veux regarder, Gabi, une marque de vêtements qui a un storytelling sympa, moi qui me plaît bien, qui me parle, c'est Eden Park, la marque de rugbyman. Tu peux regarder leur site, leur page, qui nous sommes, notre histoire, etc. Elle est super bien faite, enfin, à moins que le site ait changé depuis, mais je pense pas. Et c'est vraiment, ça t'explique en fait, je pense que ça donnera un bon exemple du storytelling, quoi. Alors, j'ai une autre question de Nat qui me dit donc, Jérémy, est-ce que pour toi, il faut obligatoirement se présenter personnellement, montrer sa tête en photo, voire en vidéo pour inspirer confiance aux prospects et aux clients? Alors ça, j'imagine qu'elle le dit dans le cadre du e-commerce, dans le cadre de produits un peu, entre guillemets, enfin, grand public ou que ce soit spécialisé, quoi. Mais, c'est absolument pas obligatoire. Mais c'est un atout, je pense, aujourd'hui. Ouais. D'après moi, c'est un atout. C'est-à-dire pourquoi? Les gens arrivent sur un truc, ils voient une marque, ils voient un produit. Très bien. Tu peux leur donner confiance à ce moment-là, tu peux les faire acheter, tu peux leur raconter l'histoire de ta marque et c'est cool. S'ils voient une personne derrière qui a le produit en main, qui raconte son histoire personnelle, pourquoi elle a choisi de vendre ce produit, pourquoi elle est amoureuse de ce produit, comment ce produit a changé sa vie, on arrive plus facilement à se projeter, à se connecter à un humain qu'à une marque, très simplement. Donc non, tu n'es pas obligé, mais c'est quand même plus facile. Ouais, ça peut humaniser la marque. Après, ne serait-ce que des fois de montrer aussi qui, par exemple, je dis n'importe quoi, pour une marque de vêtements ou de la décoration, des choses comme ça. Imagine-toi que tu fais des produits qui sont, par exemple, issus de l'artisanat ou des choses qui sont issues du commerce équitable. Le fait de montrer les artisans qui, justement, ont fait ces produits ou comment ces produits sont fabriqués, quel est le process, etc. Juste de montrer ça aussi, ça, quelque part, ça rend la marque plus humaine, quoi. Ça l'humanise. Et aujourd'hui, les gens, c'est vrai qu'ils en ont marre d'être un peu traités tous de la même manière, d'être juste un numéro, quoi. Et au final, c'est aussi un autre truc, j'en parle beaucoup dans la formation, la personnalisation. De toute façon, ça fait quelques années que c'est en pleine expansion et ça va continuer comme ça. Et c'est personnalisation, spécialisation. Enfin, pour moi, les deux sont de pair, quoi. Et c'est quelque chose qui va voilà, boomer dans les prochaines années, quoi. Donc, voilà pour répondre à cette question. Il y a un exemple de ça. C'est pas pour rien que les grands groupes ont créé Olivier de Carglass, Cerise de Groupama, etc. Voilà. Ils ont créé un avatar auquel s'identifier. Et ça, c'est rassurant en fait. C'est plus une marque, c'est une marque avec une personne devant. Et vous pouvez créer un faux avatar en soi, hein, mais c'est juste beaucoup plus compliqué que juste de mettre vous-même en avant. En fait. Ouais, totalement. Et tu vois, ça, c'était un truc que j'avais en tête aussi quand on en parlait avant. Tu vois, par exemple, Squarespace, qui appartient à Shopify maintenant, qui est une plateforme de sites et notamment de sites e-commerce. Leur ambassadeur, leur représentant, c'est Keanu Reeves, tu vois, l'acteur américain, quoi. Wix, c'est Carly Kloss, tu vois, la super modèle, je sais plus, je crois elle est américaine, il me semble. Bref, et
ça aussi, c'est pour ça que les marques, elles prennent, Pepsi prend par exemple Kendall Jenner ou Britney Spears à l'époque ou des choses comme ça, parce que déjà d'une, ils touchent une communauté, c'est sûr, mais ça permet aussi d'humaniser euh, la marque, parce que c'est clair que de montrer le mec qui a inventé la formule du Pepsi ou du Coca ou l'inventeur du hamburger, à la limite, on s'en fout, quoi, tu vois, Là, c'est surtout un transfert de valeur, en fait. C'est j'aime Britney Spears, Britney Spears aime Pepsi, donc j'aime Pepsi. Ouais. C'est tu attribues les valeurs d'une personne à une marque. Exact. Et c'est pour ça aussi que les influenceurs et le marketing d'influence de manière générale, aujourd'hui déjà d'une, ça devient de plus en plus, euh, on va dire, accessible grâce aux réseaux sociaux et ça devient aussi de plus en plus populaire. Alors, bien que maintenant, tu as des marques qui commencent aussi à utiliser des intelligences artificielles, enfin des robots, pour justement, enfin en tant qu'influenceur, parce que c'est à la mode et voilà. Enfin, tu as notamment Balenciaga qui fait ça Ouais, je sais, avec, ouais. ouais, je sais plus comment elle s'appelle, mais enfin, c'est aussi une manière pour eux de faire un pied de nez aux influenceurs en leur disant euh, voilà, vous n'êtes pas, on n'a pas forcément non plus besoin de vous, vous n'êtes pas non plus irremplaçable, quoi. Et j'ai trouvé, enfin, le move smart de leur part, c'était très intelligent. Ils vont se casser un peu les dents là-dessus au fur et à mesure. Si ça en intéresse certains, toute cette réflexion autour de l'influence digitale et des relations entre les marques et l'influence digitale, ça a été très très bien théorisé et expliqué par Eric Brion, qui est l'ancien directeur stratégique du planning strat chez Publicis, qui maintenant est directeur d'une école autour de la mode, du luxe et du marketing. Donc, allez regarder le travail d'Eric Brion. Et je pense qu'il y a aussi Reach, qui est une plateforme spécialisée sur l'influence digitale, ou encore le magazine Influence, qui a été créé par Soraya Kiredine. Toutes ces choses-là permettent de mieux comprendre l'influence digitale et les relations entre les marques et les influenceurs, si ça vous intéresse d'aller plus loin. Super. Justement, en parlant d'aller plus loin, quel conseil, qu'est-ce que tu conseillerais, enfin, quel livre ou je sais pas, des blogs, des choses comme ça, tu conseillerais à des personnes qui veulent se former au storytelling, au copywriting, sachant que pas tout le monde parle forcément anglais ou quoi que ce soit. Est-ce que tu as des livres, voilà, comme ça qui te viennent en tête, tu dirais, voilà, ça c'est la bible du copywriting, entre guillemets, il faut vraiment que tu lises ça. Alors, pour le copywriting, je conseille, enfin, à mon avis, il faut commencer par The Boron Letters. Parce que c'est un truc très accessible, c'est romancé. En gros, l'histoire, c'est un bonhomme qui est en prison, qui envoie des lettres à son fils pour lui expliquer la vente, la persuasion et comment marche le business. C'est une très bonne première approche avant d'aller sur des choses beaucoup plus compliquées. Sinon, tout simplement, Amazon, tapez copywriting, il vous sort toute la liste. De toute façon, on a une dizaine, c'est toujours les mêmes. C'est ceux-là qui sortent en premier, il n'y a pas de problème. Et regardez là-dessus. Pour le storytelling, c'est plus délicat, puisqu'il n'y a pas vraiment de bouquin qui a révolutionné le storytelling et qui vient l'expliquer. La structure que je conseille d'aller regarder, et vous pouvez tout simplement la taper dans Google, il y a plein de blogs qui vont théoriser, c'est ce qu'on appelle le voyage du héros. Le voyage du héros, c'est une structure de storytelling qui est très utilisée, qui est en gros l'équivalent de ce qui est utilisé pour le Seigneur des Anneaux. Situation initiale avec un héros dans sa routine, un élément déclencheur, tout plein d'embûches, une morale et le retour triomphant du héros au point initial. Et ça, c'est une structure de storytelling qui est très simple. Maintenant, pour vous, dans le business, dans l'e-commerce ou n'importe où, quand vous vendez quelque chose, moi, la structure de storytelling que je conseille et que j'applique depuis maintenant très très longtemps et que je conseille à tous mes clients, c'est une anecdote autour de votre marque ou de votre produit, la connecter petit à petit en dérivant de votre sujet avec votre sujet principal, et à la fin, embrayer sur un appel à l'action vers une vente, vers une inscription, vers regarder une vidéo ou quoi que ce soit comme ça. Cette structure marche puisque vous ne serez jamais en panne de contenu. C'est de l'entertainment quand même, vous racontez une histoire, etc. C'est sympa à lire. Et donc, les personnes vont suivre le truc. Et au fur et à mesure, d'histoire en histoire, vous allez les convaincre et ils vont avoir envie d'acheter ce que vous faites. Moi, c'est l'histoire que je conseille. Maintenant, si c'est storytelling dans le cadre créer mon storytelling de marque, ne réfléchissez pas trop loin. Racontez simplement l'histoire de votre marque, comment vous en avez eu l'idée, pourquoi vous avez décidé de faire ce que vous faites. Racontez vraiment une histoire avec de l'émotion, avec de l'humain dedans et à laquelle les gens peuvent se connecter, dans laquelle ils peuvent se projeter.
Si vous dites j'aime vraiment les bébés chiens, donc j'ai décidé de faire des colliers pour chiens et de les vendre sur Internet, non, personne ne peut se connecter à ça. Par contre, si vous racontez en détail, en décrivant vraiment l'histoire de Puppy que vous êtes allé chercher à la SPA un matin quand vous aviez 8 ans et que vous vous souviendrez toute votre vie de ce magnifique collier rose qu'il avait, blablabla, là, ok, là, je peux me connecter, là, je me projette. Là, je vous vois à 8 ans en train de tenir Puppy dans votre main et j'ai envie d'acheter le même collier. D'accord. Bon exemple. Ok, ok. Et il y a une question intéressante justement, enfin marrante quoi. C'est Nicolas qui demande ça, qui dit, est-ce que ton chapeau, par exemple, ça fait partie de ton storytelling? Et ça, moi, enfin, je rebondis là-dessus et je réponds un petit peu entre guillemets à ta place. Je me rappelle d'une newsletter qui était passée, puisque bah, je suis inscrit à ta newsletter aussi, il faut le savoir depuis longtemps. C'est comme ça que je connais en fait Jérémy. Et c'était, tu parlais de l'art du peacocking. Ça remonte, ça alors. Euh, alors, en l'occurrence, moi, le chapeau melon était un truc qui me faisait kiffer avant de devenir un truc de branding. Effectivement, aujourd'hui, c'est intégralement lié à mon personal branding. C'est-à-dire que tu me regardes sur mes vidéos YouTube ou sur mes interventions professionnelles quelque part, j'ai toujours ce putain de chapeau. J'en ai de toutes les couleurs. Aussi, c'est parce qu'aujourd'hui, je suis coiffé n'importe comment et que je suis un peu au saut du lit. C'est la coupe, Ouais, c'est la ouais. couture, ça. Qu'est-ce que C'est la coupe de j'ai pas le choix, surtout. En dehors de ça, en fait, le chapeau fait aussi partie de ce que j'appelle au sein du personal branding le gimmick de répétition. Le gimmick de répétition, c'est un élément différenciant qui peut être verbal, qui peut être un objet, qui peut être un slogan, n'importe quoi, et que vous allez répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que ça devienne un élément complètement identifiant de votre personal branding. Et donc, quand on pense à ça, on se souvient absolument que de vous. J'avais fait un test comme ça, parce que je fais plein de tests perso avant de les faire implémenter à mes clients. Et sur Instagram, pendant 6 mois, tous les matins, je postais une photo de moi avec ma tasse et mon thé vert, avec écrit petit thé vert de hippie. Je vous promets qu'après 3 mois, j'ai des gens que je ne connaissais pas qui m'envoyaient des messages, des mails, des inbox, etc., avec leur thé vert, avec écrit petit thé vert de hippie. Tous ces gens-là, à chaque fois qu'ils buvaient un putain de thé vert, ils pensaient à moi et avec mon petit thé vert de hippie. Ça, c'est un gimmick de répétition et un élément de branding. On pense à vous pour un élément. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas penser à vous quand on pense à ce truc-là. C'est comme, alors ça c'est pour les vieux un peu, les émissions culinaires avant on avait Maïté et avec la petite huile d'olive pour les bons lipides. C'est un truc pour tous les gens qui ont aujourd'hui entre 30 et 40 ans, c'est ancré, c'est ancré. Quand tu me parles d'huile d'olive, moi je pense à ça et ça ne sortira jamais de ma tête. C'est un élément de branding de par un gimmick de répétition. Donc le chapeau en fait partie. Très bien. Une autre question. Attends, je regarde. Je crois que c'est à peu près tous les étudiants. Toi, à titre pro, est-ce que tu as fait des formations sur le storytelling ou copywriting ou est-ce que tu fais juste du coaching? Enfin, comment, en gros, on peut faire pour travailler avec toi voilà, pour un petit peu J'ai quelques formations qui sont encore en ligne parce qu'à mes débuts, j'en ai édité quelques-unes. Euh, c'est plus des formations sur comment avoir plus de clients, comment utiliser les outils de communication à son avantage aujourd'hui pour vendre, avec notamment les outils social media, les outils newsletter, des choses comme ça. Mes formations sont plus destinées à des gens qui vendent de l'information et du service. Oui, il y en a une ou deux qui peuvent vous servir complètement aussi dans l'e-commerce, mais c'est pas forcément ce que je vous recommanderais. Moi, aujourd'hui, je fais quasiment plus que du coaching pour une raison très simple, c'est que les gens ont beaucoup plus de résultats si je leur cours au cul et que je les fais chier jusqu'à ce qu'ils appliquent. J'ai pas envie de donner une information qui va être stockée sur un coin de disque dur parce que la personne s'est dit je l'appliquerai un jour et puis j'en fais rien. Et ça, c'est ce que je ressentais beaucoup quand je faisais de la formation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais essentiellement en fait du coaching et où j'accompagne les gens vraiment dans toute leur stratégie. D'accord. Et donc, pour le coaching, enfin, je crois que j'avais cru comprendre dans une de tes newsletters, tu as différents
niveau de coaching. Donc, tu as le coaching, par exemple, vraiment élite pour quelques clients, etc. Où là, c'est vraiment, vous êtes à fond toutes les semaines et tout ça. Vous passez beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Et puis, J'ai tu as des… 3 niveaux. Voilà. J'ai 3 niveaux, c'est très simple. Il y a effectivement le coaching un peu élite qui s'appelle Elon, qui est un très gros rythme. C'est très dense. C'est-à-dire que c'est comme si vous embauchiez un directeur marketing vice-président pour travailler avec vous sur l'année pour atteindre des résultats. De toute façon, c'est pour des personnes qui sont déjà entre 200 et 400 000 annuels. Sinon, celui-là, c'est même pas pour eux. C'est trop intense, ça n'a aucun intérêt. En intermédiaire, il y a les personnes qui veulent aller chercher les 100 à 150 000. Là, c'est du coaching effectivement hebdomadaire, mais c'est moins dense déjà. C'est juste du coaching hebdomadaire. Il y a un petit peu de travail en immersion ensemble, mais c'est vraiment de l'accompagnement. Et sinon, en dessous, il y a le coaching de groupe. C'est pour les personnes qui sont entre 0 et 50 000 de chiffres annuels. Et là, c'est un travail de groupe avec un retour sur les fondamentaux du business, sur Internet, du storytelling, du branding, de la vente, de comment construire une offre, de comment construire sa marque, de comment aller chercher ses premiers clients, etc. Et ça, du coup, c'est un coaching de groupe qui est mensuel avec un suivi quand même hebdomadaire sous forme de fiches, mais c'est moins dense, c'est moins difficile. C'est pour des gens qui sont encore en train de se préparer. D'accord. Ok. Et donc ça, tu penses, par exemple, ce type de coaching, ça pourrait être bénéfique pour les personnes qui sont dans le e-commerce ou le marketing digital de manière générale? Oui, bien sûr. Ouais. Ça dépend de ce qu'ils viennent chercher en fait. S'ils viennent me voir en disant comment j'optimise ma boutique, comment je choisis mon produit, non, pas du tout. Hein, c'est pas mon métier. Je suis pas spécialiste. Oui, je peux vous répondre à quelques questions de bon sens parce que je suis sur le web depuis 10 ans, même un peu plus. Mais c'est pas mon métier l'e-commerce, pas du tout. Je ne suis pas le spécialiste de l'e-commerce. Ma spécialité, c'est le branding, le storytelling et le copywriting et la vente. C'est comment créer une offre qui se vend, à qui est-ce qu'on va la vendre et avec quelle marque on va la vendre. Si les personnes elles viennent chercher ça, elles peuvent venir me voir. Si elles ont besoin de techniques e-commerce, de savoir comment scale, comment faire les meilleures publicités, etc., c'est pas moi le spécialiste. Il y a d'autres gens qui font ça bien mieux que moi, notamment des gens comme toi, je pense. Hein. Ok, bien compris. Et il y a Gabi qui demande quelle est la différence entre storytelling et copywriting concrètement? Storytelling, tu racontes une histoire pour amener une émotion. Copywriting, c'est de la persuasion. C'est de l'écriture de vente. Je suis là pour t'expliquer pourquoi ce produit est bon pour toi et pourquoi il n'est pas bon pour toi. C'est-à-dire, je suis là pour te dire exactement ce que tu auras et comment tu l'auras si tu achètes. Et je suis aussi là pour te dire pour qui ce produit n'est pas du tout. Le copywriting, c'est de la vente pure et dure. Ouais, en gros, on pourrait dire storytelling, c'est l'art de raconter une histoire et copywriting, c'est l'art d'utiliser les bons mots pour raconter cette histoire, quoi. Pour vendre. Ouais, le storytelling n'est pas obligé d'amener à de la vente. Une page à propos, une page qui sommes-nous, est du storytelling pur et dur si tu l'as vraiment bien développé. Ta page produit, c'est du copywriting. Voilà. Ok, très bien, très clair. Ok, super. Et si on veut rester en contact avec toi, profiter de tes conseils, etc., quel média tu recommandes? Tu es le plus actif où un Alors petit là peu? où je suis le plus actif, c'est sur ma newsletter, puisque j'envoie un email quotidien. Donc c'est très simple, hein, c'est jcolman.fr/newsletter. Comme ça, on peut Ouais. s'abonner. Je vous mettrai le lien dans les commentaires de toute façon. Mais moi, je suis abonné à la newsletter GMI depuis, je sais pas, depuis un moment déjà. Ça fait parce que l'histoire du peacocking, Ah, c'était ça date, ça. Hein. voilà, ça date à plusieurs années. Et sincèrement, approche très originale, très percutant aussi. Tu as un style très particulier qui est justement qui est unique et qui fait que on s'en souvient. Donc là-dessus, on voit que tu connais ton domaine et ton métier. D'ailleurs, je sais que tu es passé plusieurs fois dans des médias, France 3, etc. Donc, je veux dire, à un moment donné aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tu as une expérience et que tu as des compétences qui sont plus à prouver. Et franchement, pour des fois, voilà, avoir des idées, des inspirations, essayer aussi de comprendre certains concepts, notamment en copywriting, en storytelling, où c'est pas forcément très simple pour tout le monde de comprendre ces choses-là. La newsletter de Jérémy, c'est vraiment une source, une grosse mine d'or, quoi. Donc, je vous recommande sincèrement de vous inscrire. C'est gratuit.
C'est pas poussif, c'est pas agressif, etc. Donc moi, je recommande voilà à toutes les personnes qui sont intéressées par le storytelling et le copywriting autour de moi. Je leur parle de toi et de ta newsletter. Donc c'est vraiment quelque chose que je recommande. Et Instagram, Twitter, ce genre de médias, t'es actif ou Instagram, je fais de l'inspiration dessus, donc c'est pas forcément là qu'il faut aller me chercher. Twitter, j'y suis quasiment pas. En fait, j'ai un truc qui doit tourner vaguement en automatique. Là où on peut me retrouver, sinon, c'est sur Facebook ou sur YouTube. Facebook où je publie des fois des choses un peu différentes et YouTube où je fais des vidéos qui n'ont carrément rien à voir avec mes newsletters, qui sont plus pour revenir aux fondamentaux. D'accord. Ok. Et où j'ai beaucoup parlé de storytelling d'ailleurs sur YouTube. D'accord. Ok. Et si on veut vraiment interagir avec toi, ouais, c'est le mieux, c'est la meute. Ouais, le mail et puis la meute après pour passer à un niveau supérieur, pour avoir un On petit. travaille avec moi en coaching si on est en phase de lancement, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore atteint des grosses sommes. Oui, c'est la meute, effectivement, c'est mon coaching de groupe. C'est le point d'entrée pour travailler avec moi. Tac. Ok. Bon. Dernière, tiens, c'est une question d'ordre psycho-métaphysique. Jérémy, qu'est-ce que tu penses de l'utilisation de biais cognitifs en copywriting? C'est le grand principe du copywriting de toute façon. Le copywriting, c'est de la persuasion, c'est de l'écriture de vente. Bien entendu, on utilise les biais cognitifs et on en abuse. Encore une fois, il faut bien comprendre et accepter une chose. La vente, c'est de la manipulation. Ni plus, ni moins. Il faut être OK avec ça. C'est pas pour autant que c'est une mauvaise chose. Si vous avez un bon produit qui résout un problème, vous avez le devoir moral de le mettre en face des personnes qui en ont besoin. Si ces personnes, vous allez vraiment les aider, c'est tout à fait OK de les manipuler un peu passionnément, tout ce que tu veux, pour qu'elles achètent ton produit. De toute façon, si ton produit il est pas bon, derrière elles vont avoir ce qu'on appelle en marketing le buyer remorse, les regrets, et soit elles vont demander un remboursement, soit elles vont te défoncer. Si tu fais un bon produit, c'est tout à fait OK de pousser les personnes en utilisant des biais cognitifs pour l'acheter. De toute façon, c'est pour ça qu'on met sa tête, c'est pour ça qu'on est sur YouTube. YouTube, c'est l'effet de halo, c'est un des biais cognitifs qui dit en gros, si cette personne elle met sa tête sur Internet, c'est forcément que c'est un expert. Et il y a plein d'autres biais cognitifs qu'on utilise. C'est tout à fait OK de les utiliser, il ne faut pas en avoir honte. Ouais. Le cerveau humain est fait pour être manipulé, il fonctionne comme ça. Après, encore une fois, de toute façon, c'est une question d'éthique aussi, de ne pas abuser de ces choses-là, de manipuler les gens, entre guillemets, de manière positive, quoi, pour voilà, leur rendre la vie entre guillemets meilleure plutôt que de leur vendre de la merde et puis essayer de faire le vendeur de tapis. Mais ça se fait, c'est pas si compliqué de pousser avec des techniques de marketing direct des gens à acheter un truc qu'ils ne voulaient pas acheter. Mais le problème, et je le dis souvent à mes clients, quand je les ai au téléphone sur des entretiens pour savoir si on a envie de travailler ensemble, s'ils sont les bonnes personnes, s'ils fit avec ce que je fais, je leur dis, je peux te pousser à l'achat, je suis capable de le faire. Mais ensuite, tu vas raccrocher, tu vas en parler aux autres, tu vas réfléchir, tu vas pas être content, tu vas venir me faire chier, donc je vais pas être content. Et résultat, on est tous les deux pas contents. Je préfère qu'on soit contents. Yes, totalement d'accord. Ok, bon, super. Moi, perso, j'ai pas d'autres questions pour toi. Je pense que les étudiants aussi, là, les membres du groupe, ça va aussi. De toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, voilà, comme l'a dit Jérémy, à les poser dans les commentaires voilà, de la vidéo. Je la reposterai aussi, je reposterai le replay d'ici peut-être quelques jours pour toutes les personnes qui ont manqué le live ou le replay là actuellement pourront en profiter. Donc n'hésitez pas à taguer Jérémy, à poser vos questions dans les commentaires. Moi, d'ici quelques semaines aussi, une fois que j'aurai édité, etc., toute la vidéo, je la posterai sûrement sur YouTube. Comme ça restera accessible pour tout le monde. Et puis, ça fera partie des ressources aussi de la formation, du contenu additionnel. Et puis, de toute façon, tu es sur le groupe. Donc, si de temps en temps aussi, tu as des conseils à donner, tiens, pour les e-commerçants, la dropshipper, ça me fait penser à ça, ou tu as vu passer un article ou un truc, n'hésite pas aussi à le partager. Ça fait toujours plaisir. Et puis, c'est toujours bon d'avoir aussi les conseils d'un expert dans un domaine particulier. Parce qu'aujourd'hui, voilà, ça ne s'invente pas et c'est des choses, à mon avis, qui sont cruciales dans n'importe quel. Bien sûr, avec plaisir. Ok, bon, bah écoute, Jérémy, je te remercie. Gabi, je te mettrai le lien pour s'abonner à la newsletter de Jérémy dans les commentaires juste après
la vidéo là juste après le live. En tout cas, Jérémy, un grand merci à toi. Vraiment Merci à top. toi. Beaucoup d'infos très intéressantes et très pertinentes. Maintenant, je pense que aussi vous avez de votre côté plein d'informations, plein de conseils hyper utiles à mettre en place. Voilà, notamment dans les grandes lignes, déjà d'une, travailler son storytelling, son histoire, essayer de faire des trucs qui ne sont pas bateaux. Moi, je le vois ça sur énormément de boutiques en ligne. Nous avons créé cette boutique de sport parce que nous aimons le sport. Et tu vois, enfin, je le parodie pas, quoi. Hein. C'est vraiment ça. Donc ça, déjà, c'est les choses qu'il faut travailler. Les pages produits, vos annonces. Ayez une identité aussi. Se spécialiser. Donc, n'ayez pas peur de plaire qu'à une partie de votre audience, qu'à une infime partie du marché au final. Même si c'est peut-être moins sexy, que c'est pas comme ça qu'on atteint les 10 000 euros de chiffre d'affaires par jour et tout. Parce que aussi, ce qui se passe dans ce milieu-là, c'est que les gens, ils voient que ça, quoi. Ils voient que ces gros chiffres, ces gros résultats, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la sphère du e-commerce, qui est quand même une petite sphère, donc il y a aussi beaucoup de choses qui se savent, etc. Tu as énormément de e-commerçants ou même de formateurs, etc., qui font des gros chiffres, mais qui font zéro de résultat derrière, qui font zéro profit, quoi. Et moi, ça, c'est quelque chose, je le dis souvent. J'ai d'ailleurs 2 boutiques en ligne sur lesquelles je tourne à environ 300 000 euros de chiffre d'affaires par an. C'est pas énorme, mais encore une fois, je fais 300 000 avec 30-40% de profit net. Je m'en fous, hein, 300 000, c'est 300 000. Donc, je préfère faire ça que 1 million ou 2 millions avec 5% de marge et puis en me disant, putain, une fois que j'aurai payé les taxes et l'audit, etc., est-ce qu'il va me rester des sous à la fin de l'année, quoi. Donc, voilà, il faut faire, se laisser, entre guillemets, charmer par ces concepts glamour et sexy et ces gros chiffres. Chercher à vendre, certes, ça c'est déjà le premier objectif, mais à vendre bien, à vendre cher, à vous spécialiser. Et après, à partir de là, une fois que vous aurez trouvé votre cœur de cible, votre audience, que vous aurez trouvé votre style, voilà, entre guillemets, votre ton, votre style musical, ça va aller tout seul, quoi. Donc moi, c'est le meilleur conseil que je peux en retirer de cet entretien avec toi. Je viens de penser à un exemple, un dernier que vous pouvez aller voir en e-commerce. Alors, c'est un copain à moi, hein, mais il a fait un travail de branding et de storytelling extraordinaire sur un produit très concurrentiel. Ils vendent du thé matcha. Ça s'appelle Kumiko Matcha. Kumiko. Allez regarder et là, vous allez voir ce que c'est un vrai gros travail de branding et de storytelling sur un produit concurrentiel. Ouais. Je pense aussi, tu vois, ça me fait rebondir. Le slip français, c'est un exemple Ah qu'on oui, prend souvent. oui. Ouais, voilà, quoi, c'est des trucs. Le slip français, la marque de gâteau aussi, qui a un super exemple de storytelling, c'est, je crois, c'est Michel et Augustin. Oui, bien sûr. Ouais, voilà, storytelling aussi, voilà, les recettes de maman qu'on a récupérées, qu'on voulait rendre publiques, enfin voilà, faire découvrir au monde entier. Et aujourd'hui, eux, leurs produits sont vendus au Starbucks aux États-Unis, quoi. Enfin, Ouais. c'est voilà. Donc, n'ayez pas peur de vous spécialiser, de raconter une belle histoire tout en restant aussi réaliste. On n'est pas G.I. Joe ou je sais pas quoi. Voilà, c'est pas le but non plus. Faut rester authentique. Sinon, ça se sent de toute façon. Et puis voilà, moi, c'est vraiment les meilleurs conseils que je retiens de cet entretien avec toi. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à, quoi, comme on dit. Exactement. Bon, encore une fois, merci à toi, Jérémy. Puis de toute Merci. façon, on se dit à très bientôt sur le groupe. Yes. Allez, ciao, ciao. Voilà tout, donc c'est la fin de cette conférence qui était vraiment bourrée et chargée de valeurs et de pépites à appliquer dès maintenant pour votre business si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, que vous souhaitez aller plus loin en termes de copywriting, de storytelling ou de branding, je vous recommande vraiment vivement de vous inscrire à la newsletter de Jérémy. Il faut savoir que Jérémy envoie au minimum une newsletter par jour. Elles sont toutes différentes. Ce n'est pas des newsletters promotionnels, des trucs chiants ou quoi que ce soit. C'est vraiment des newsletters qui sont bourrés de conseils et d'informations hyper pertinentes en termes de storytelling et de branding. C'est tout donc pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous en avez apprécié le contenu aussi, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça me permet de savoir quel type de contenu vous plaît ou non. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!